Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour réaliser un film en plongée avec une GoPro ou avec une autre action cam. Tout de suite, générique. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais remercier particulièrement Dune Estérel qui a été le centre de plongée qui nous a accueillis pendant une semaine. C'est vraiment un super centre de plongée, je vous mets le lien en description et si vous voulez avoir un peu plus d'enseignements, on va voir ça directement à la fin de l'épisode. En attendant, on va vous montrer un petit exemple de ce qu'il est possible de réaliser et on va analyser les images au bureau. C'est parti! Alors, ça vous a plu ce petit extrait? Si vous avez aimé, dites-le nous en commentaire, je pourrais proposer à Mathis d'en faire une version longue. Maintenant, je vais vous proposer 12 conseils pour arriver à réaliser ce type d'image. Pourquoi est-ce que je vous donne ces conseils? Parce que ces images sont assez difficiles à réaliser. C'est compliqué lorsqu'on a le mouvement des palmes, ça fait bouger le plongeur, donc ça fait bouger la caméra. Avec un matériel de 25 kg sur les épaules, c'est pas facile non plus. Et filmer sous l'eau, c'est plutôt difficile parce qu'on a des conditions lumineuses et des conditions de couleur qui sont pas comme si on filmait à la surface de la Terre. Le premier conseil, c'est le plus évident. Aujourd'hui, dans la plupart des action cam modernes, vous avez une stabilisation numérique. Donc il faut bien penser à l'activer. Sur GoPro, ça s'appelle l'Hyper Smooth et vous pouvez l'activer très facilement en faisant défiler l'écran tactile comme je suis en train de vous le montrer. Cet Hyper Smooth, non seulement il permet de stabiliser d'habitude lorsque on filme à l'extérieur, mais sous l'eau, il est vraiment super important et ça permet d'apporter vraiment une bonne première stabilisation de l'image qui est indispensable pour faire un plan plutôt fluide. Donc n'oubliez pas de vérifier vos paramètres avant de plonger, parce qu'une fois que vous êtes sous l'eau, c'est plus trop possible. Deuxième conseil, bien sûr, lorsqu'on va plonger, on va prendre un caisson de plongée, mais je vous conseille de prendre un pack avec un filtre rouge. Pourquoi? Parce que quand vous allez sous l'eau, l'eau filtre la lumière rouge et du coup, tout le rendu va paraître très bleu. Le filtre rouge que vous allez pouvoir fixer directement sur la GoPro va vous permettre de rehausser ces rouges et d'arriver à une couleur plus naturelle. Pour pouvoir voir la différence, regardez ce que ça donne lorsqu'on est à l'extérieur de l'eau. Là, j'ai mis le filtre rouge avant de plonger et vous pouvez voir que l'image est carrément rouge. On n'a rien de retouché là, l'image sort comme ça. Par contre, dès qu'on va sous l'eau, et du coup, ça va supprimer ce filtre rouge là et ça va rehausser les rouges dans cette lumière très bleue. Si vous voulez utiliser ce type de produit et tous ceux dont on va parler dans cette vidéo, je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez retrouver les références. Ce sont les produits que j'utilise et vous pouvez être sûr que ces produits ont été bien testés. Troisième conseil, généralement, lorsqu'on filme avec une GoPro sous l'eau, pour se rassurer, on utilise une poignée flotteur. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est pratique parce qu'on se dit que si on perd la GoPro, du coup, ça évite qu'elle tombe au fond de l'eau. En pratique, ça arrive jamais. Et je vous conseille plutôt d'utiliser un outil qui me semble moi absolument indispensable, c'est une perche télescopique. Alors pas celle-là elle est faite pour aller sur la Terre, je vous mettrai la référence d'une perche qui va sous l'eau. Et pourquoi c'est un outil indispensable? Parce que lorsque vous allez déployer la perche télescopique, Le fait d'avoir un long bras de levier, ça va vous permettre de stabiliser les mouvements. Vous voyez, j'ai beau bouger comme ça, le bout de la perche va lui beaucoup moins bouger. Ça va vous permettre également d'atteindre des endroits qui sont difficilement accessibles et de pouvoir faire des plans plus rapprochés. Donc ça, c'est vraiment un must-have si vous voulez faire des beaux plans cinématiques sous l'eau. Ça permet vraiment de bien stabiliser les images. Petite astuce bonus avec la perche télescopique, au début je l'utilisais avec la GoPro vers le haut. Le problème, c'est qu'en tenant la perche comme ça, vous voyez ma position de la main, c'est assez difficile de contrebalancer le poids de la GoPro.
GoPro même si c'est très léger. Or, si on met la caméra dans l'autre sens, ça permet d'avoir un poids qui se tient de manière beaucoup plus naturelle et je vous assure qu'on voit clairement la différence entre les plans où la GoPro est sur le haut ou sur le bas de la perche. Donc vous avez deux solutions, soit vous mettez dans le logiciel GoPro une inversion de l'image qui est déjà faite, soit au montage, ensuite vous retournez l'image, ce qui est peut-être le plus simple. Vraiment, j'insiste, ça c'est un indispensable pour faire des beaux plans cinématiques avec la caméra vers le bas. Maintenant, parlons des plans d'un point de vue général. En fait, ça va énormément jouer si vous utilisez des plans vus de haut, vus de dessus, vus de dessous, etc. Lorsqu'on débute en faisant de la vidéo en plongée, on a tendance toujours à faire des plans vers le bas. Ça fait des images très plates qui sont pas très agréables à regarder. On n'arrive pas à voir comment le fond est constitué en 3D et généralement le rendu est pas terrible. Je vous conseille plutôt du coup de viser vers le haut, d'aller chercher les plongeurs en étant en dessous, d'être au même niveau de récifs de corail, d'être au même niveau que des poissons. Vous aurez toujours un meilleur rendu comme ça que si vous filmez depuis le haut. Vous pouvez également jouer avec la 3D et les obstacles. Moi j'adore faire des travelling où je passe près d'un obstacle et du coup ça donne une impression comme un drone de faire une image très aérienne où on sent les volumes en fait à l'intérieur de l'image. La façon dont vous allez vous positionner va énormément jouer sur le rendu, alors essayez de varier un petit peu pour voir ce qui vous plaît le plus et comme ça vous trouverez votre propre style. Cinquième astuce, alors on va parler maintenant de la fréquence d'image et c'est également super important. Vous avez deux options. Celle que je vous conseille dans la plupart des cas, c'est de vous mettre à 50 images par seconde. Pourquoi? Parce que là aussi on va parler stabilisation. Vous allez pouvoir mettre du coup les images au ralenti à 25 images par seconde au montage et ça va vous permettre de faire quelque chose de beaucoup plus fluide. Je vous mets deux exemples. Voici une image tournée en temps réel à 50 images par seconde. Vous voyez, ça bouge pas mal. Et si on prend exactement la même image et qu'on la ralentit à 25 images par seconde, on obtient un truc beaucoup plus stable, beaucoup plus aérien. Donc par défaut, mettez-vous à 50 images par seconde à minima. Mais par contre, il y a des situations où c'est pas forcément intéressant de mettre à 50 images par seconde. Par exemple, si vous commencez à filmer dans des grandes profondeurs où le soleil est beaucoup moins présent, ou si vous faites des plongées de nuit, vous allez avoir tout de suite un problème sur l'image, c'est qu'elle va bruiter, elle va être de moins bonne qualité parce qu'il n'y a pas assez de luminosité. Et ben dans ce cas précis, je vous conseille plutôt de vous mettre à 25 images par seconde. En ayant un shutter 2 fois moins élevé, vous aurez besoin quasiment de 2 fois moins de luminosité pour avoir la même qualité de rendu. Donc à vous de faire votre choix. Si vous êtes plutôt en surface, qu'il y a un beau temps ensoleillé, 50 images par seconde pour la stab. Si vous avez des conditions lumineuses difficiles, il faudra vous mettre en 25 images par seconde pour améliorer la qualité de l'image. Sixième astuce à utiliser sur le logiciel de montage Premiere Pro, c'est la stabilisation de déformation. C'est le filtre le plus utilisé pour stabiliser les images sur ce logiciel de montage. Donc là, on parle de stabilisation en post-traitement. On parle de stabilisation qui va être calculée par l'ordinateur et qui va vous permettre d'améliorer encore la stabilisation de vos images. Voici un exemple d'image qui est non stabilisée avec ce filtre-là et voici maintenant la même image stabilisée avec ce filtre. Vous voyez, on voit quand même la différence, ça permet d'améliorer cette stabilisation. Et la petite astuce bonus, c'est que le problème dans Premiere Pro, lorsqu'on utilise la stabilisation de déformation, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser si on a modifié la vitesse de l'image. Or, comme je vous l'ai dit précédemment, un des must-have, c'est de ralentir la vitesse par 2 des images pour améliorer la stabilisation. Donc comment est-ce qu'on fait pour utiliser à la fois la stabilisation avec le ralenti de l'image et la stabilisation avec le filtre stabilisation de déformation? Et ben on va utiliser les séquences imbriquées et là je vais laisser parler Mathis. Bonjour à tous, c'est Mathis le monteur. Comme l'a dit Gauthier précédemment, il est impossible d'implémenter une stabilisation de déformation sur un rush dont la vitesse a été modifiée, que ce soit une accélération ou un ralenti. Pour pallier à ce problème, il existe une petite astuce dans Premiere Pro qui est très facile à réaliser. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc du coup, je viens d'ouvrir Premiere Pro, j'ai mis le rush dans la timeline, donc on voit que le rush est quand même pas terrible, il n'y a aucune stabilisation, et puis je trouve que quand même ralenti, il est beaucoup mieux. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va ralentir le rush, on fait clic droit sur le rush, vitesse durée, et on va diviser la vitesse par 2, donc à 50%. Donc je trouve que le flux optique pour ce genre de ralenti est beaucoup mieux qu'échantillonneur d'images, puisque ça permet d'avoir des ralentis beaucoup plus fluides. Ensuite, on réalise le rendu en appuyant sur espace. Vous pouvez voir que le ralenti sublime largement la vidéo. Donc c'est beaucoup plus joli. Cependant, vous pouvez voir des petits mouvements de caméra qui font que la vidéo est un petit peu saccadée. Donc on peut essayer d'ajouter une stabilisation. Donc on va dans mes effets, on tape stabilisation, et dans effets vidéo déformation stabilisation, on trouve la stabilisation de déformation. On peut l'ajouter sur le rush et on peut voir que comme la vidéo a été ralentie, on ne peut pas ajouter cette stabilisation, cet effet sur cette vidéo. Donc pour pallier à ce problème, on fait clic droit, imbriqué, et là ça va créer une séquence imbriquée. Cette séquence imbriquée, on peut l'appeler stabilisation, et sur cette séquence, on peut directement mettre notre effet, donc stabilisation. Et voilà, ça marche. Donc on n'a plus qu'à attendre que la tâche d'arrière-plan se fasse, et ensuite on aura notre vidéo à la fois ralentie et à la fois stabilisée. Donc voilà, après que la stabilisation a été effectuée, on peut effectuer le rendu, et vous pouvez voir sur la visualisation que le rendu a été ralenti et stabilisé.
Voilà, maintenant on retourne voir Gauthier pour un nouveau conseil. La 7e astuce concerne le bouton REC, le bouton d'enregistrement. Il faut savoir que parfois, avec la grosse pression qu'il y a dans les profondeurs, le bouton REC est bloqué. C'est par exemple arrivé à Julien Fabreau qui, lorsqu'il a fait une plongée, s'est retrouvé au fond de l'eau avec le bouton REC qui ne voulait pas se déclencher. Donc si ça vous est déjà arrivé ou si vous voulez anticiper une situation où vous êtes en grosse profondeur, je vous conseille de plutôt mettre REC lorsque vous êtes au début à la surface de l'eau. Comme ça, vous serez sûr que vous aurez toute la séquence de plongée. Ça va être un peu plus long à monter, mais au moins vous êtes sûr d'avoir des images. 8e astuce, il arrive parfois que la GoPro plante. Et oui, ça m'est arrivé plein de fois sur les tournages. Impossible d'arriver à remettre REC, il y a l'écran qui freeze. Et ça, c'est un gros problème parce que généralement, on enlève la batterie, on la remet dedans lorsqu'on est sur la surface de la Terre. Mais lorsqu'on est sous l'eau, on n'a pas le choix. Alors, sachez comment redémarrer manuellement en forçant la GoPro à s'éteindre une fois que vous êtes sous l'eau. En fait, il suffit d'appuyer sur le bouton REC et le bouton démarrer longtemps et du coup, ça va redémarrer la GoPro avec un redémarrage forcé. Donc, retenez-le bien avant de plonger parce que si vous gâchez toute une plongée simplement parce que la GoPro bug, vous allez vous en vouloir. Donc bouton REC, bouton allumage et comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez redémarrer la GoPro sans la sortir du boîtier. 9e astuce, on va parler de la colorimétrie. On avait parlé de la couleur, que c'était extrêmement difficile de tourner avec des bonnes couleurs sous l'eau. Prenez le temps de retravailler vos images en post-production pour arriver au beau ton, au bon grain que vous souhaitez sur l'image. Voici en image un exemple que Mathis va vous mettre maintenant. Voici la même image avec tous les paramètres de stabilisation qu'on a vu avant, mais sans la colorimétrie. Et voici la même image avec la colorimétrie, vous voyez que ça n'a absolument rien à voir. Donc la plongée, ça nécessite quand même de bien retravailler en post-prod. C'est un peu plus de montage, mais c'est grâce à ça que vous aurez un bon résultat. 10e et dernière astuce, je vais vous parler de la sécurité. N'oubliez pas, si vous êtes un plongeur débutant, le plus important, c'est avant tout la sécurité. On a trop tendance, et j'ai eu trop tendance à le faire, à s'occuper de sa caméra. Et lorsqu'on est dans sa caméra, on regarde que sa caméra et on a tendance à oublier un peu les autres. Alors ça va quand on est en baptême, ça va quand on est au niveau 1, mais dès qu'on commence à avoir un coéquipier et qu'il faut vraiment qu'on compte sur le coéquipier pour sa propre sécurité et que notre coéquipier compte sur nous, il faut toujours faire attention à lui, faire toujours attention à faire des signes réguliers pour vérifier que tout va bien et ne pas oublier de se déconnecter de la caméra. Parce que si vous êtes concentré sur votre plan que vous voulez refaire pour la 4e fois parce que vous n'avez pas un 4e rendu et que votre coéquipier n'a plus d'oxygène, c'est votre responsabilité d'aller l'aider. Donc lors des premières plongées, familiarisez-vous avec votre environnement, familiarisez-vous avec votre équipement pour savoir où sont toutes les choses, surtout si vous avez des équipements de location qui changent parfois un petit peu. Et ensuite, vous pourrez commencer à faire des belles images et vous amuser avec votre GoPro. Moi, par exemple, sur les extraits vidéo que vous avez vus, les premières plongées, j'ai pas allumé la GoPro, j'ai bien vérifié que j'étais à l'aise, que je savais comment ça se passait au niveau du gilet, que je communiquais bien avec mon coéquipier. Et ensuite seulement, je me suis amusé avec la caméra et j'ai pu prendre un peu plus de liberté. Donc quand vous plongez, n'oubliez pas ce point, c'est peut-être très important pour la sécurité de votre coéquipier ou de vous-même. Et voilà, et puis le plus important, c'est aussi d'en profiter. N'oubliez pas de déconnecter un peu de la caméra juste pour voir les fonds marins. Lorsqu'on est à vouloir faire absolument des beaux plans, on en oublie parfois à profiter simplement du paysage, de l'expérience, du côté zen de la plongée. Donc parfois, se déconnecter un petit peu de la caméra, ça fait du bien. Allez, après ces astuces au bureau, on passe tout de suite à la plage. Voilà, on a vraiment passé une super semaine de plongée avec Dune STRL. Le centre de plongée est situé à Théoul-sur-Mer. Grosso modo, c'est entre Saint-Raphaël et Cannes et on vous conseille vraiment de passer par eux si jamais vous faites une plongée dans le sud sur cette zone-là. C'est un centre de plongée déjà où ils sont super sympas, ils sont pros mais sans trop se prendre au sérieux et ils ont du beau matos, c'est-à-dire ils ont un bon bateau bien confortable, ça c'est important et surtout ce qui est important également, c'est qu'ils ont le bateau juste à côté du centre de plongée donc on n'a pas besoin de transporter le matériel sur une très grosse distance et ça ceux qui font de la plongée savent que c'est super important. Donc voilà, je vous remets encore une fois le lien en description. Merci d'avoir suivi cet épisode de la Pause Tech et je vous dis à très bientôt. Ciao!